Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Marianne Lacharité-Lemieux, je travaille pour l'organisation M361, véritable moteur d'impact social. M361 a pour mission de créer des solutions qui aident à faire grandir des communautés en santé. Bien sûr, on se spécialise dans l'idéation, l'optimisation de projets sociaux d'envergure et l'optimisation de programmes gouvernementaux. Donc, pour connaître tous les beaux projets sociaux à impact social qui sont propulsés par M361, je vous invite à visiter le m361.ca. Bien sûr, parmi les projets impact social orchestrés par M361, il y a le beau projet 100 degrés. 100 degrés, c'est quoi? Mais c'est la communauté en pleine ébullition qui amplifie vos projets en santé des collectivités. Donc, aujourd'hui, le webinaire est propulsé par 100 degrés. On va parler de vision dans un projet collectif. On va regarder ensemble les étapes clés. Tout d'abord, quelques règles d'usage de Zoom que vous connaissez tous très bien, j'en suis certaine. Donc, c'est un bref rappel. Je vous invite en tout temps à interagir avec moi et Marilyn tout au long du webinaire en utilisant donc les deux outils que vous voyez au bas de votre écran, Converser et questions et réponses. Je vous invite à y aller de vos préférences personnelles. Également, tout en haut à droite, vous pouvez modifier vos paramètres d'affichage selon vos préférences personnelles. Je vous mentionne également que la présentation d'aujourd'hui vous sera envoyée après le webinaire et vous aurez accès également à l'enregistrement du webinaire en différé. Donc, tout ça sera rendu disponible pour vous. Et donc, Marilyn Manceau, je suis très heureuse, très fière de l'accueillir pour ce webinaire. Donc, Marilyn qui est cofondatrice de Lilo, elle a vraiment une très vaste expérience. Elle accompagne chaque jour des individus, des organisations, même des territoires pour vraiment clarifier l'impact qu'ils souhaitent avoir dans leur organisation. Et vraiment, là, elle a animé un bon nombre d'ateliers. Elle en a déjà animé avec nous auparavant 100 degrés. On est vraiment ravis de bénéficier de ton expertise encore aujourd'hui, Marilyn. Donc, je te laisse aller pour la suite. J'interagirai donc à quelques reprises avec vous pour soit des petits sondages, des questions qu'on va se lancer dans le clavardage. Vraiment, là, on veut ça très interactif aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite un bon webinaire, puis je vous reparle plus tard. À toi, Marilyn. Merci. Merci premièrement à M361 pour l'invitation. Merci aussi à la centaine de personnes qui est dans la salle, qui sont venues ce midi m'écouter, mais j'espère aussi échanger avec moi là, par le biais des sondages Zoom puis de la section conversion. On va y aller avec les moyens qu'on a. Donc, effectivement, Lilo, on est une organisation qui est basée dans les Laurentides, mais on accompagne des collectifs et des organisations à travers le Québec. Puis on aime dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte une clarté mobilisante aux projets collectifs, donc aux équipes de projet qui ont le goût, puis aux ambassadeurs de changement, qui ont le goût de dénouer des enjeux complexes, puis expérimenter aussi des nouvelles façons de faire. Donc, au courant des dernières années, on a eu la chance de collaborer avec plusieurs collectifs qui se lançaient dans un projet collectif. Et à chaque fois, l'élaboration d'une vision partagée, ça s'est révélé comme étant une étape clé du processus. Donc, ce midi, ce que je souhaite, c'est vous partager nos apprentissages à Lilo, qui sont tirés de l'expérience, mais aussi de la théorie. Fait que ça va être vraiment un partage d'apprentissage à ce niveau-là. Puis je vais essayer aussi de vous partager quelques clés là, concrètes que nous, on utilise pour entamer ce processus-là de façon collaborative, mais aussi, puis c'est toujours notre souhait à tous, de façon productive aussi. Donc, je vais essayer de vous partager quelques clés à ce niveau-là. Là, puis vous allez sûrement avoir l'occasion, si je ne vais pas assez loin à la fin ou en cours de route, là, de poser des questions. Donc, n'hésitez pas, dès qu'il y a un élément que vous dites « Ah, j'aurais aimé ça qu'elle creuse ça un peu plus loin », posez la question dans la section « Discuter ». Ça va nous permettre vraiment de capter ça. Puis à la fin, là, on va avoir un temps pour que je puisse essayer d'aller plus loin sur les éléments qui vous auront interpellés. Donc, les objectifs du webinaire, c'est en fait, partager en tout cas notre vision de l'utilité de la vision partagée dans un processus de mobilisation, de vous partager aussi les conditions qui sont gagnantes, selon nous, quand on met un tel processus en place, puis découvrir des outils et des postures qui favorisent l'élaboration d'une vision partagée. Donc, c'est un peu ce qu'on va couvrir ce midi. Donc, avant d'aller plus loin, Marianne, je te laisse partir déjà un premier petit sondage. Voilà, donc une vision partagée, hein, ça peut avoir plusieurs utilités. On est curieux
de savoir pour vous, c'est utile dans quel but lorsque vous vous lancez dans une démarche de vision partagée au sein d'un projet collectif. Donc, un petit sondage à choix multiples, qui est vraiment fait de façon anonyme. Vous devriez le voir apparaître à l'écran. Si jamais vous ne le voyez pas, je vous nomme les choix de réponse. Puis, évidemment, si aucun de ces choix de réponse vous interpelle, il est possible de placer votre réponse à vous dans le clavardage qu'on va vous lire. Donc, développer une vision partagée, c'est utile pour développer une intention commune qui rassemble et motive. Ça peut être utile pour assurer un meilleur alignement entre les actions d'un projet collectif, créer un fort sentiment d'appartenance, comprendre un enjeu dans sa globalité ou aucune de ces réponses, puisque vous pourriez être sceptique, les démarches de vision fonctionnent rarement. Donc, vous pouvez même cocher plusieurs réponses. S'il y en a 2 ou 3 qui vous interpellent, allez-y vraiment comme bon vous semble. Et on va regarder les résultats tout de suite après. Si vous avez donc des interventions à partager, des choses à partager dans le clavardage, je vous invite à les partager à tous. Donc, pas seulement à nous, aux panélistes, quoique c'est possible de nous poser des questions seulement à nous, l'équipe d'animation. Mais si vous voulez que tout le monde puisse le lire, portez attention lorsque vous partagez votre question de vraiment l'envoyer à tout le monde. Comme ça, tout le monde va pouvoir en bénéficier. Donc, une seconde ou deux, pas mal tout le monde a répondu. Il y a une bonne majorité qui se dessine. Donc, vous devriez voir les résultats à l'écran. Je les mets ici juste pour être sûr. Une bonne majorité, l'utilité pour vous d'une vision partagée dans un collectif, c'est rassembler, c'est motiver, c'est mobiliser. Donc, vraiment, là, c'est à 84 % ce qui est le plus populaire. Deuxième place, quand même, assurer un meilleur alignement, une synergie, en quelque sorte, des actions au sein d'un projet. Troisième place, les drôles sont en ordre de priorité, créer un sentiment d'appartenance. Et en quatrième place, comprendre un enjeu dans sa globalité. On est quand même heureux de voir que vous êtes très, très peu à dire aucune de ces réponses, les démarches de vision fonctionnent très rarement. Donc, c'est une bonne nouvelle pour vous, les démarches de vision fonctionnent, quoique nous avons 2 personnes à convaincre aujourd'hui que ça fonctionne bel et bien. Donc, le défi est lancé. Oui. Je vous invite à partager. Donc, continuez de nous partager ce que vous pensez de l'utilité d'une vision collective dans le clavardage. J'arrête le partage et je te laisse poursuivre, Marilyn. En tout cas, moi, j'aime ça qu'il y en ait 2 qui doutent. À la fin, je serais curieuse que vous nous écriviez pour nous dire si on vous a convaincu ou en tout cas si vous voyez de l'espoir dans ces démarches-là. Fait que vous nous écrirez. Moi, j'aimerais bien avoir votre son de cloche. Effectivement, en fait, c'était pas mal tous les choix de réponse, en tout cas de mon point de vue, là, parce que, en fait, c'est quoi une vision partagée? Puis pourquoi on fait ça? Pour moi, c'est parce qu'on veut, dans un projet collectif, passer de c'est son projet ou c'est mon projet à c'est notre projet. Hein? C'est souvent ça qu'on veut dans un projet collectif. Puis la vision partagée, pour moi, elle devient un phare, en fait, une direction qu'on se donne de façon commune à nos actions. C'est un phare qui nous donne l'énergie en tant que groupe d'avancer, de se lancer ensemble dans un projet. Un projet collectif, c'est jamais simple. Hein? Quand on a à composer avec d'autres personnes, donc ça nous prend quelque chose qui nous motive puis qui nous drive en bon français, qui nous donne envie de se dépenser, de donner de l'énergie et de surmonter des obstacles aussi. Donc, ça sert effectivement à mobiliser, à engager des partenaires autour d'un futur souhaité, de développer un sentiment d'appartenance automatiquement au sein du projet collectif, parce que si on se sent mobilisé et engagé, c'est qu'on sent que ça nous apporte également quelque chose. Donc, on se sent automatiquement un peu plus appartenant. Créer un alignement, une cohérence puis une synergie autour du plan d'action pour nous amener à créer ce futur souhaité-là aussi. Vous allez voir, moi, je vais revenir souvent avec le plan d'action dans cette démarche-là, l'importance qu'il a. La vision, c'est jamais une fin en soi, c'est qu'un début d'une démarche. Donc, cette vision-là, elle va vous servir de façon concrète à vous assurer que vous êtes toujours autour de la bonne voie là, dans les actions que vous allez mettre en place. C'est intéressant aussi de se rendre compte que, pour moi, en tout cas, l'élaboration d'une vision partagée, ça permet aussi aux membres du collectif de mieux comprendre l'enjeu dans sa globalité, parce que vous allez le voir, ça va faire partie des étapes clés pour se développer une vision partagée, de se partager aussi notre représentation, notre compréhension, nos expertises autour de l'enjeu. Donc, ça va être la première étape pour aller vers une vision. Donc, ça va nous permettre ça, puis ça va permettre aussi de comprendre l'écosystème dans lequel
on s'insère. Donc, il y a plusieurs belles raisons pourquoi on voudrait développer une vision partagée. Maintenant qu'on a dit ça, c'est bien beau, là, mais comment on fait ça? Bien, avant de vous partager des étapes clés, je pense que c'est important de vous partager, nous, notre vision de c'est quoi une vision partagée comme telle. Donc, puis donc, automatiquement, qu'est-ce que ça prend pour qu'on puisse la créer? Donc, premier élément, pour moi, une vision partagée, c'est avant tout la réponse à la question qu'est-ce qu'on veut? Ça serait la diapo suivante, Marianne. Donc, ce serait la réponse à la question qu'est-ce qu'on veut transformer ou créer ensemble? Donc, pour moi, la vision partagée, c'est vraiment une représentation très concrète et très claire du futur que vous souhaitez créer en tant que groupe. Donc, pour moi, ça, c'est intéressant de l'avoir en tête. La vision, ce n'est pas un objectif ultime, comme par exemple créer la paix dans le monde ou même créer des systèmes alimentaires durables. Donc, pour moi, c'est vraiment un changement concret qu'on souhaite provoquer en groupe puis qui nous permet de nous rapprocher de notre objectif ultime. Donc, pour moi, ça ajoute la notion de changement. Souvent, nous, quand on en parle, on ne parle pas juste de vision partagée, on parle de vision partagée du changement souhaité. Donc, cette partie-là, pour nous, est bien importante parce que ça fait bien la distinction. Je vous présente des exemples là, sur la diapo. La NASA, quand ils ont décidé de conquérir l'espace, ils auraient pu avoir comme vision collective de conquérir l'espace. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont fait, en fait. Ce qu'ils se sont dit, puis ça a été vraiment formulé comme ça dans l'histoire, on veut envoyer le premier homme sur la Lune d'ici la fin des années 60. Donc, ils ont vraiment concrétisé ce qu'ils voulaient mettre en place comme tel. Puis en faisant ça, c'est quand même pas anodin. Là. Je trouve ça tout le temps super de me rappeler ça. Là. Le programme Apollo qui a envoyé les hommes, le premier homme sur la Lune, il a réussi à mobiliser 400 000 ingénieurs, plus de 20 000 compagnies privées et universités autour de ce but-là, dans le fond, de cette vision du changement souhaité-là, sans Internet, quand même pas rien, hein? Sans ordinateur, pourtant, dans ce temps-là, on se souvient. Ça leur a pris du temps, ça leur a pris 9 ans là, aussi à y arriver. Donc, ils avaient un but qui était, puis on va le voir tout de suite après, ambitieux, qui les motivait, qui était concret, puis qui leur permettait de s'assurer qu'on était toujours sur la bonne track. Donc, ça, c'est un exemple là, peut-être à un niveau différent du nôtre, là, mais je vous le partage quand même. Un autre exemple que vous avez là, en fait, c'est un comité famille avec qui on a travaillé, qui, eux, en fait, leur objectif ultime, c'est le développement global de l'enfant, puis favoriser ce développement global-là. Mais évidemment, ils ne peuvent pas avoir cette vision-là du changement souhaité parce que ce n'est pas à leur portée en tant que comité. Ils ne peuvent pas favoriser le développement global de l'enfant, mais ils peuvent souhaiter provoquer un changement dans leur communauté qui va leur permettre tranquillement de se rendre vers là. Donc, qu'est-ce qu'eux ont identifié comme étant une vision du changement souhaité? Là, je vous la lis rapidement, là, mais c'était soutenir le développement global de l'enfant, mais en renforçant les capacités à accompagner les enfants et les adultes par les différents acteurs du réseau, donc par les membres du comité, et en mettant en œuvre des projets collectifs. Donc, ils sont allés vraiment avec quelque chose de plus concret. Donc, premier élément, pour moi, la vision du changement, c'est une vision du changement concrète, souhaitée qu'on veut voir apporter. Deuxième élément, pour moi, la vision du changement partagée doit être ambitieuse. Donc, on vient de se dire, c'est la représentation d'un futur souhaité. Et une vision qui est ambitieuse, bien, ça suscite l'enthousiasme, ça suscite une envie d'apprendre, de se dépasser. Puis ça, c'est une des fonctions de la vision, de vouloir mobiliser, donner de l'énergie au groupe. Donc, il faut que ça soit ambitieux. Puis souvent, à cette étape-ci, dans les collectifs, on peut, puis vous avez sûrement rencontré ça, on peut rencontrer une résistance en disant « Oh, on ne veut pas être ambitieux, on ne va pas se mettre des lunettes roses, il faut être réaliste avec ce qu'on est capable d'atteindre. » Ça va être la job du plan d'action. La job, la vision du changement souhaité, c'est de créer quelque chose suffisamment ambitieux pour vous permettre de vous mobiliser puis de vous donner de l'énergie d'aller de l'avant. Donc, moi, c'est souvent cette étape-là, puis là, c'est une des clés que je vous donne, vous verrez si vous voulez l'utiliser. C'est souvent à cette étape-là que j'utilise, moi, le concept de tension créatrice. Donc, j'explique, dans le fond, la tension créatrice en disant, si on part
de la réalité, ce qui est important à prendre en compte, et de la vision qu'on veut créer ensemble. Si on mettait un élastique entre les deux, ça se peut que notre vision elle soit très loin. Donc, évidemment, ça va tendre l'élastique, ça va créer une tension comme telle. La tension créatrice, ce qu'elle dit, c'est que notre réflexe comme humain, ça va être de vouloir réduire cette tension-là entre les deux. Donc, il y a deux choix pour réduire la tension. Il y a descendre, donc réduire la vision pour être capable plus rapidement de l'atteindre. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est ça qui va donner de l'énergie à votre groupe d'avancer? Est-ce que ça va être suffisamment mobilisant pour qu'un groupe d'acteurs embarque avec vous? Je vous donne un exemple concret, là, mais la NASA, s'il avait dit « Hey, gang, on simule par ordinateur le premier vol d'humain sur la Lune. Est-ce que ça vous tente? » Peut-être que ça fait quoi? Alors que dire « Non, non, on envoie un humain sur la Lune pour la première fois, c'est beaucoup plus mobilisant. » Donc, première chose, vous pourriez descendre la vision. Moi, ce n'est pas ce que je préconise. L'autre façon de voir, c'est de dire on a une vision ambitieuse, on comprend, puis on est très au clair sur le fait qu'on a une réalité peut-être très loin. Ce qu'on va faire, c'est plutôt de se dire, dans les prochaines années, on va se donner des plans d'action qui vont nous permettre tranquillement, pas vite, de se rapprocher de cette vision ambitieuse-là. Donc, tranquillement, pas vite, un premier plan d'action qui nous permet, on se réajuste, un deuxième plan d'action qui nous permet de nous rapprocher, on se réajuste. Donc, ça pose aussi l'idée de dire, bien, la vision, elle est importante pour mobiliser les gens, pour se donner un objectif commun. Est-ce qu'on a réellement besoin de l'atteindre de façon optimale avec notre plan d'action? On le souhaite, mais surtout, ce qu'on veut, c'est qu'elle nous permette de nous mettre en action vers quelque chose de commun. Donc, il y a cette petite tension-là là, à jouer entre les deux. Donc, si vous voulez utiliser la tension créatrice pour convaincre ceux qui ne veulent pas porter des lunettes roses de le poser, vous pourrez l'utiliser. Troisième caractéristique pour moi d'une vision partagée, c'est qu'elle oriente le collectif en vue d'un plan d'action. Donc, on l'a dit tantôt, là, la vision, c'est la destination souhaitée. Elle va mobiliser, inspirer, guider, mais ce n'est pas le plan d'action non plus. Donc, ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un début de démarche qui va mener à un plan d'action. Donc, votre vision, il faut qu'elle soit suffisamment précise pour guider l'action, mais elle n'a pas besoin d'être aussi précise que dans le plan d'action. Souvent, on me pose la question, est-ce que la vision de changement, elle doit être smart? Donc, est-ce qu'elle doit être spécifique, mesurable, réaliste, avec un lien temporel? Moi, je pense qu'à cette étape-ci, il faut qu'elle soit suffisamment claire, comme envoyer le premier homme sur la Lune d'ici la fin des années 60. Ensuite, ça sera dans votre plan d'action que vous allez identifier des stratégies, des hypothèses de solutions que vous allez vouloir mettre en place et que vous allez vouloir mesurer pour évaluer si ces stratégies-là vous permettent tranquillement, pas vite, de vous rapprocher de votre vision du changement souhaité. Donc, tout ce qui est SMART, moi, je le réserverais dans le plan d'action pour vous permettre d'avoir quelque chose de plus large qui vous permet vraiment, aussi avec l'idée qu'une vision, c'est un idéal à atteindre, c'est un changement que vous voulez souhaiter. Puis, il y a mille et une stratégies, fort probablement, que vous voulez mettre en place ou que vous pourriez mettre en place pour l'atteindre. Et vous allez faire plusieurs expérimentations pour voir lesquelles fonctionnent moins. Donc, c'est ceux-là qu'on veut évaluer et non pas la vision. La vision, elle reste la même. Donc, dernier élément dans la vision partagée. Moi, je me trouve toujours drôle rendu là. Donc, une condition, c'est que la vision partagée, elle est partagée. Donc, pourquoi j'insiste sur cet élément-là là, qui peut paraître assez évident? Là? Pour moi, une vision, elle ne peut pas être dictée. Elle ne peut pas être influencée par une organisation ou une personne. Donc, on ne peut pas forcer, imposer, convaincre quelqu'un ou une organisation d'adhérer à notre vision. J'aime beaucoup la citation là, de Bill O'Brien qui est là, qui dit « Ma vision n'est pas ce qui vous importe, la seule qui puisse vous motiver, c'est la vôtre. » Donc, la vision qui va réellement motiver quelqu'un, c'est une vision qui rejoint ses aspirations personnelles comme telles. Donc, dans tout processus d'élaboration d'une vision partagée, on va le voir un petit peu plus loin, là, on va vouloir que tout le monde puisse partager sa propre vision du futur à créer, puis on va vouloir créer des espaces qui vont permettre à tout le monde de pouvoir se partager ces visions-là, donc avec évidemment ouverture et curiosité,
puis avec une posture où chacun accepte que les aspirations des autres puissent transformer la nôtre pour éventuellement devenir une collective. Donc, on part vraiment avec l'idée qu'il y a des aspirations individuelles qui seront importantes d'entendre, puis que le collectif ensemble va devoir accepter que chacune des aspirations individuelles vont devoir se transformer en quelque chose de plus grand qui va devenir une aspiration collective comme telle. Donc, je le répète là, parce qu'un des défis souvent qu'on voit là, dans l'élaboration d'une vision, c'est vraiment de chercher à convaincre l'autre ou à changer la vision de l'autre. Des fois, ça peut être dans le processus comme tel qu'on met en place, où on est plus dans un mode où on a une vision, puis on tente d'aller voir notre partenaire municipal, par exemple, en lui disant « Oui, ça, c'est ma vision, puis tu devrais avoir la même. » Et souvent, malheureusement, ça ne marche pas comme ça, mais aussi dans le cadre du processus. Comment vous êtes en mesure, puis des fois, à ce moment-là, ça peut être le fun d'avoir un soutien en facilitation ou quelqu'un dans votre équipe qui a cette belle capacité-là, de s'assurer que l'intelligence collective est favorisée pour que tout le monde puisse être dans une posture d'acceptation de la vision de l'autre. Puis dans l'acceptation qu'on arrive dans ces démarches-là, en ne sachant pas encore ça va être quoi la réponse. Mais avec la conviction qu'ensemble, en s'en parlant, on va réussir à trouver ça va être quoi cette vision-là partagée. Donc ça, c'est les 4 éléments qui, pour moi, en fait, définissent la vision comme telle. On avait le goût de vous entendre ou en tout cas de savoir si vous, il y avait d'autres éléments ou d'autres ingrédients clés pour vous qui étaient bien importants quand on se développe une vision partagée du changement. Donc, on vous invite à l'écrire dans Claverdé, c'est ça, hein, Marianne? Marianne, tu as gelé de mon côté. Peut-être que. Donc, je vais vous inviter à écrire dans la section conversée si vous voyez des éléments qui. Effectivement, écrivez-nous d'abord. Oui, donc je pense que j'ai gelé, désolée. La vidéo a gelé. Vous m'entendez bien? On t'entend. Parfait. Donc, merci Marilyn d'avoir pris le relais. Effectivement, peut-être que ça vous parle, ces 4 ingrédients-là, et peut-être en avez-vous d'autres ingrédients clés dans la définition de ce qu'est une vision partagée. Souvent, on entend, bon, oui, ça a besoin d'être efficace, mais ça doit être simple, hein, ça doit faire sens. Donc, inscrivez-nous des mots-clés. Il y a Marie Chevalier qui nous dit toutes ces réponses, hein, tous ces 4 ingrédients-là qui ont été partagés, ça fait vraiment sens. L'importance de la documenter, hein, la vision, la rédiger pour une référence future, vraiment là, faciliter le partage, se garder un aspect visuel. Élise qui nous dit c'est important de comprendre l'enjeu pour pouvoir vraiment y trouver une réponse qui est adéquate. Vraiment la compréhension de la problématique qui répond. Donc, la vision répondrait directement à cette problématique. C'est intéressant. Catherine qui nous dit réussite malgré les différences de pouvoir. Hein? Il y a plusieurs, souvent on travaille en intersectoriel, il y a des représentants de plusieurs organisations qui sont présentes. Donc, je trouvais ça intéressant, les clés que tu partageais là, à l'instant, Marilyn, l'importance d'être en mode ouverture, acceptation de ce qui est partagé comme aspiration individuelle pour réussir justement à créer cette synergie-là. Larry qui nous dit elle est adaptée, donc elle est adaptée au groupe, hein, à l'orientation qu'on veut suivre, à l'objectif qu'on veut atteindre. J'en prends 2 derniers. Donc, Maud qui nous dit ça mène à percevoir les diverses perceptions et définitions d'un même concept par les membres. Donc, valider hein, des perceptions qui pourraient être différentes sur certaines thématiques ou certains mots-clés, c'est intéressant. Donc, ça favorise une compréhension commune. Patrice qui nous dit c'est une approche en 4 étapes très intéressante. La question qu'il a, Patrice, c'est comment respecter les idées de chacun. Il y en a qui ne seront pas retenus hein, de ces idées-là. Donc, je pense que tu as plus tard quelques clés, Marilyn, à cet effet-là. Je me permets une question qui a été reçue d'avance, Marilyn. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier là, de nous avoir fait parvenir vos questions. Quelqu'un nous posait justement la question, est-ce qu'elle doit être évolutive? Et ça revient un petit peu à la question de Larry. À un moment donné, peut-être qu'on sent qu'on avance dans un plan d'action, on chemine et la vision élaborée au départ, elle n'est peut-être pas aussi représentative de où on veut se diriger dans le plan d'action. Donc, est-ce qu'elle doit évoluer? Est-ce que c'est une caractéristique clé selon toi? Et ça nous mène tranquillement pas vite à notre prochaine section. Mais je te laisse répondre à cette interrogation-là qu'on a reçue.
Oui, c'est une super bonne question. Moi, je pense qu'effectivement, oui, elle doit être évolutive. Je ne l'ai pas mentionné, mais souvent, nous, la vision de changement souhaité, on y met quand même une temporalité, là. On se dit que dans 3 ans, on aimerait être rendu où. Donc, déjà, ça implique que dans 3 ans, il va falloir revoir notre vision à la lumière de où on en est. La pandémie a été vraiment l'exemple parfait de on peut avoir une vision du changement souhaité. Il arrive quelque chose. Dans ce cas-ci, c'était une crise, mais il arrive une opportunité, il y a un nouveau partenaire qui ouvre la porte à une collaboration qui pourrait changer complètement le futur qu'on souhaite pour notre territoire, pour notre région, pour notre thématique. Donc, il faut être ouvert, je pense, à ces opportunités-là ou ces crises-là qui nécessitent, dans le fond, de créer du sens. Puis, c'est le fun, j'aime beaucoup la question parce que ça m'apporte l'idée de, pour moi, la vision du changement souhaité, c'est beaucoup créer du sens ensemble autour de ce qu'on fait ensemble. Donc, si en cours de route, le sens se perd, si on sent qu'il y a des gens qui se désengagent parce qu'ils ne comprennent plus pourquoi ils font partie du projet, parce que la vision ne leur parle plus, pour moi, c'est un bon indicateur de dire, oups, peut-être que c'est plus le futur qu'on souhaite ou qu'on doit souhaiter pour notre projet. Donc, c'est un bon moment à ce moment-là pour s'asseoir. Il faut juste faire attention. Puis ça, c'est toujours le banal. Quand on est trop flexible, des fois, ça ouvre la porte à des pièges. Le piège, je pense, ça serait de trop vouloir la remettre en question rapidement, premièrement, sans lui permettre d'être expérimentée et sur le point de vue d'un seul des partenaires. Donc, je pense que si vous avez des drapeaux rouges qui se lèvent sur oups, je pense qu'il faudrait revoir notre vision. Je pense que ça peut être une super bonne idée d'entamer le dialogue, de s'en parler pour éclaircir, oui, est-ce qu'on est encore au moins de point où on doit changer, mais ça doit demeurer une décision collective pour ne pas être non plus toujours à changer la vision. Puis finalement, avoir un phare qui change de place trop souvent, ben, le bateau, il y a de la difficulté à savoir il veut aller par où. Donc, il y a comme vous allez être en mesure de juger à ce moment-là là, si ça mérite d'évoluer ou pas, là, mais définitivement, je pense qu'on doit toujours être flexible. Et Céline qui nous partage justement un commentaire qui est directement en phase avec ce que tu viens de dire. Donc, l'importance de garder au centre des préoccupations les personnes pour qui le changement est bénéfique. Donc, l'humain qui est au cœur de cette démarche-là. Oh, j'aime ça. Mais jamais les perdre de vue. Donc, on vient d'aborder vraiment le quoi, hein? Qu'est-ce qu'une vision partagée pour vous et pour nous? Et maintenant, ben, allons dans le comment se co-construit une vision partagée. On a un autre petit sondage express pour vous. On était très curieux d'entendre vos inspirations. Maintenant, on est curieux de savoir quels sont les principaux défis que vous vivez lorsque vous vous lancez dans une démarche là, de vision partagée au sein d'un projet collectif. Donc, un autre petit sondage que je lance à l'instant, encore une fois, pour ceux qui ne verraient pas les choix de réponse, je me permets de les nommer un à un. Donc, les défis lorsque vous élaborez une vision collective, encore une fois, choix multiples. Vous pouvez sélectionner plusieurs de ces réponses. Est-ce que ce serait de passer trop de temps dans la formulation, par exemple, et pas assez dans l'action? Est-ce que ce serait plutôt un défi de différenciation de ce qui est aspiration individuelle versus aspiration de groupe? Est-ce que ce serait d'éviter donc le désengagement des partenaires en cours de processus d'élaboration de vision? Est-ce que le défi que vous vivez, c'est plutôt d'impliquer les bonnes personnes dans le processus? Si c'est une autre réponse, on est curieux, encore une fois, de vous lire dans le clavardage. Donc, je laisse encore quelques secondes. Merci d'interagir avec nous. C'est vraiment super. Marie-Léa, je peux peut-être te poser la question pendant que je laisse le temps aux gens de répondre. Certain. Catherine qui nous demandait comment justement on détermine la temporalité d'une vision. Je sais que tu as quelques clés tout à l'heure par rapport à ça, mais est-ce qu'on l'élabore sur 5 ans, sur 10 ans, sur 1 an? Bien, comme on parle d'une vision de changement souhaité, là, qu'on veut provoquer un changement ensemble, moi, j'aime bien avoir, surtout maintenant qu'on a connu la pandémie, puis le contexte où on voit que les choses peuvent évoluer rapidement, j'aime bien le 3 ans. 3 ans, pour moi, c'est un moment où je trouve on a suffisamment de temps pour expérimenter des choses avec le plan d'action.
on peut, à ce moment-là, si on a vraiment un changement très ambitieux à faire pour lequel on sait que ça va prendre 10 ans, 15 ans, bien, ça nous permet aussi d'avoir à ce moment-là des moments d'arrêt pour se dire, bien, après 3 ans, est-ce que c'est encore la même vision du changement? Est-ce que le fait qu'on s'est mis en action nous a permis d'avoir certains gains qui feraient en sorte que notre vision du changement se modifie légèrement, finalement, pour s'orienter différemment? Donc, je trouve que c'est une bonne temporalité. 5 ans, je trouve ça loin. Moins que ça, c'est que ça ne nous laisse pas le temps d'expérimenter. Oui, c'est tout à fait vraiment intéressant. Donc, à 63 la réponse la plus populaire, c'est différencier donc les aspirations individuelles des aspirations collectives. C'est le principal défi que vous vivez. En deuxième place, ex aequo, en fait, des engagements des partenaires, impliquer les bonnes personnes qui devraient faire partie du processus. Et en quatrième choix de réponse, donc pas assez trop de temps dans la formulation, pas assez dans l'action. Quand même, à 43 il y en a un certain nombre d'entre vous qui vivez ce défi-là. Marie-Pierre nous disait, entre-temps, son défi, c'est la communication entre les différents paliers de pouvoir. Bien avec ça, un autre défi, donc, de Bianca, par exemple, peut-être certains partenaires ont des historiques, des conflits, des tensions entre certaines organisations ou certaines personnes. Donc, ça, c'est un défi qui est rencontré. Il y a également Violaine qui nous dit, atténuer les luttes d'ego, les luttes de pouvoir, donc communiquer avec diplomatie. On renchérit sur des commentaires précédents. Émilie qui nous dit faire comprendre l'importance de cette étape avec certains acteurs qui sont principalement axés sur le terrain et l'action. Donc, oui, le terrain et l'action, c'est important, mais les mobiliser aussi à l'exercice de cette démarche, cette vision, qui est tout aussi importante. Et finalement, Gabrielle qui nous dit certains partenaires gardent la vision orientée sur les problèmes et les défis plutôt que les solutions. Donc, trouver une façon d'amener cette démarche-là de façon constructive pour que tout le monde, justement, soit en mode solution plutôt qu'en mode d'essayer de trouver justement certains freins. Une dernière, Laurent qui nous dit... Oui, c'est des beaux commentaires, vraiment, des beaux défis. Laurent qui nous dit souvent, la vision, elle est adoptée en consensus, elle n'est pas adoptée par unanimité. Donc, la vision de changement partagée n'est finalement pas toujours réellement partagée par tous. Donc, vous mentionnez tout à l'heure, ça peut paraître évident, une vision partagée doit être partagée, mais elle doit l'être réellement. Donc, c'est super intéressant. J'arrête ici le partage des résultats. Vous en avez pris connaissance et je continue de vous lire. Je te laisse poursuivre, Marie-Lynne. Oui, bien, en fait, dans les prochaines étapes, là, je vais vous présenter un peu pour nous à l'ILO, c'est quoi les conditions clés qu'on considère qui sont intéressantes à mettre en place pour favoriser ce processus-là d'élaboration d'une vision partagée, puis un peu les étapes qu'on met en place. Quelques exemples. Fait que j'espère, à la lumière des défis que vous avez nommés, je pense que ça va vous donner des pistes. Pourrez nous écrire si ça ne va pas assez loin, là, mais je pense que ça va peut-être vous donner certaines pistes. Puis je vais essayer de raccrocher certains éléments que vous avez nommés tout au long de la deuxième partie de la présentation. Donc, effectivement, dans le fond, quand on veut mettre en place un processus d'élaboration de vision, pour nous, là, il y a deux mots-clés à retenir de façon simple. On veut que la vision elle soit claire pour tous ou qu'elle devienne claire pour tous. Donc, oui, il faut qu'elle se développe, mais elle va se développer. En fait, elle va devenir une aspiration collective quand elle va devenir comprise, claire par tous et que chacun va être capable de la présenter à d'autres sans la dénaturer. Donc, ça, c'est un premier élément. Puis le deuxième élément, on va avoir réussi à élaborer un bon processus d'élaboration si la vision a créé de l'enthousiasme. Pour nous, c'est nos deux indicateurs qu'on utilise. Donc, là, il y a quelques clés qu'on vous a mis là. On va y aller un peu plus en détail dans les étapes. Mais donc, pour arriver à clarifier une vision de changement, bien, il n'y a pas autre chose que de s'en parler. Il n'y a pas autre chose que de créer des espaces de dialogue pour être en mesure de se partager notre compréhension de l'enjeu, se la clarifier ensemble, pour être en mesure par la suite d'échanger ensemble sur ça voudrait dire quoi comme aspiration individuelle et finalement comme aspiration collective. Là, je vais vous présenter des façons un peu plus loin de comment nous, on s'y prend. Puis plus elle va devenir claire, plus elle va devenir enthousiasmante. Évidemment, il y a des obstacles à ce processus-là, puis à
à ces éléments-là. Vous les avez nommés, là, notamment dans le sondage, le manque de temps. Si on ne prend pas suffisamment de temps, malheureusement, parfois, on va aller vite, on saute cette étape-là, on commence un projet collectif sans même avoir pris un moment parce qu'on se demande si ça vaut vraiment la peine. On se dit tout le monde est motivé par la même chose, fait qu'on ne prendra pas un temps d'arrêt pour s'assurer qu'on a la même vision. Sauter l'étape, souvent, c'est un frein au succès du projet collectif comme tel. Deuxième obstacle à la clarification d'une vision, on l'a nommé tantôt aussi, mais de forcer une vision. Ça répond peut-être en partie là, à un élément qui a été nommé par les commentaires. Là. Si on nous invite en tant que partenaire à clarifier nos aspirations, si on suscite de l'enthousiasme par quelque chose qui est en train de naître ou qu'on a l'impression dans les échanges qui est en train de naître, mais que quand on voit la formulation, on a l'impression qu'on n'a pas été écouté. Donc, ça peut amener du cynisme, ça peut amener de la démotivation, ça peut amener de la désengagement. Donc, ça, je vais vous présenter des clés là, dans les étapes, mais l'importance de la posture du groupe ou de la personne qui va accompagner ce processus-là est super importante. Une posture qui va être ouvertement dans l'écoute de l'intelligence collective, dans l'ouverture à prendre qu'est-ce qui va être là et à le synthétiser et à le transformer en quelque chose de collectif. Puis surtout, un groupe et ou une personne qui a la capacité à trouver le sens commun dans ce qui est partagé. Puis souvent, c'est ça, tu sais, tantôt, il y avait le commentaire super pertinent de dire comment on fait pour différencier aspirations individuelles et collectives. Souvent, nos aspirations individuelles, ils semblent différents. Mais quand on a la capacité, souvent, une personne qui a la capacité de trouver le sens commun va être capable de regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous de tous ces mots-là. C'est quoi le lien commun? Qu'est-ce qui rassemble les gens? Puis de prendre ça, puis d'être capable de le retranscrire ou retraduire en un énoncé de vision va souvent permettre aux gens de dire « Ah oui, c'est ça! C'est dit autrement, mais c'est ça! » Donc, de vous permettre d'être accompagné dans votre collectif. Il y a peut-être quelqu'un que vous savez qui est super bon là-dedans ou à l'externe pour vous aider à faire en sorte que ces éléments-là puissent ressortir. Donc, forcer une vision, pas bonne idée. Et le découragement des membres aussi, là, ça peut être notamment parce qu'il y a une démarche d'élaboration où la formulation, elle n'en finit plus. Là. Ça, des fois, on le voit aussi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter la formulation de l'énoncé, puis il faut passer à l'action. Ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Là. Donc, c'est quelques obstacles. Donc, dans un processus, tout ça pour dire que dans un processus d'élaboration d'une vision partagée, ben, on veut impliquer les partenaires dès le début, tous, le plus possible, mais on va voir comment on peut faire ça petit par petit, là, si on n'a pas la capacité ou s'il y a des partenaires qui ne veulent pas s'impliquer. On n'a pas le choix d'avoir des espaces de dialogue où on instaure un climat d'ouverture et d'écoute des visions des uns et des autres. Puis ça peut être un défi en soi. Il faut se laisser du temps nécessaire pour ce processus-là. Il y a quelqu'un qui a posé la question comment on fait quand les gens partent de loin. Le nombre d'espaces requis pour le dialogue va juste être augmenté. Donc, malheureusement, ça, on peut pas s'en sauver. Là, si on veut vraiment collaborer avec eux, puis s'il y a vraiment un souhait de se développer une vision partagée, mais qu'on est de très loin, bien, il y aura des étapes supplémentaires à mettre en place. Donc, dernier élément aussi dans le processus, toujours avec l'idée d'arriver avec un plan d'action agile. Donc là, je ne fais plus attendre. Je vais avec les étapes de développement d'une vision. Donc, la première étape pour nous, c'est de réunir les bonnes personnes. Donc, on l'a dit dans des espaces notamment d'échange. Des bonnes personnes, c'est qui? Bien, c'est les acteurs touchés par l'enjeu. C'est ceux qui peuvent aussi avoir une influence soit positive, soit négative sur l'enjeu, puis c'est les membres de votre équipe. Donc, c'est ça les bonnes personnes. Mais des fois, ces personnes-là, notamment ceux qui peuvent avoir une influence positive et négative, des fois, il y a des partenaires qui sont difficiles à rallier. Fait que comment on fait à ce moment-là? Bien, moi, je vais tout le temps avec la notion de comment on crée un mouvement, en fait. Fait que je commence avec les volontaires, les leaders positifs qui, eux, vont m'aider avec le groupe à partir un mouvement tranquillement, pas vite. Je vais vous donner l'exemple de la ville de Saint-Jérôme qu'on a accompagné pour vous illustrer comment ça peut se faire. Donc, dans le cas de la ville de Saint-Jérôme,
ils voulaient se développer à l'interne une culture d'innovation. Donc, c'est quoi pour eux une culture d'innovation en milieu municipal? Et la ville, c'est grand, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le goût nécessairement de faire différemment, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont le goût de faire différemment. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni un petit groupe de directeurs qui, ensemble, ont commencé à se clarifier entre eux, ça voulait dire quoi un concept de culture d'innovation. Puis là, vous voyez, celui qui a le chapeau de magicien, c'est un directeur. Donc, lui, c'était comme ça qu'il se voyait en tant qu'innovateur. Je trouvais ça drôle de le mettre là. Donc, c'est un petit groupe qui a commencé à se clarifier eux-mêmes leur vision de c'était quoi le concept d'innovation en municipalité. Puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, à l'aide de ces directeurs-là qui se sont enthousiasmés parce qu'ils ont commencé à le clarifier ensemble, puis se mettre des chapeaux de magicien sur la tête, on a envoyé une invitation VIP à certaines personnes en disant, il y a une rencontre qui a lieu, on ne vous dit pas c'est quoi le thème. Si vous vous sentez curieux, si vous aimez expérimenter, si vous aimez être audacieux dans comment faire les choses, on vous invite. Puis nous, on avait vraiment à ce moment-là identifié avec les directions des représentants de tous les secteurs, toutes les divisions dans la municipalité, mais surtout, on avait identifié les leaders positifs. Donc, ceux qui ont eu le goût sont venus, puis avec eux, on a continué la conversation pour clarifier notre conception de c'est quoi une municipalité innovante, puis continuer à créer de l'enthousiasme, mais un plus grand groupe. Puis par la suite, en fait, ça s'est multiplié, puis avec le temps, bien, il y a eu de plus en plus de monde qui ont embarqué dans cette clarification-là pour se partager qu'est-ce que ça veut dire, mais aussi pour créer de l'enthousiasme, en fait. Puis notre pari, c'était que si on faisait ça, on allait créer un mouvement. Vous connaissez le principe de la boule de neige, un mouvement suffisamment important pour que ceux qui sont absents se disent mais il semble qu'il faudrait que je me joigne à la conversation. Soit parce que je vois que si je n'embarque pas, je vais manquer le bateau de partager mes propres aspirations, mes propres conceptions, soit parce que ça a l'air vraiment le fun, puis clairement, j'ai le goût d'embarquer là-dedans, je ne peux pas manquer ça. Donc, on prend le pari dans ces cas-là, puis souvent, ça fonctionne. Bon, peut-être pas à 100%, mais on réussit quand même à créer un mouvement là, de cette façon-là. Donc, commencer par un petit groupe de volontaires, commencer à clarifier, ouvrir la discussion à un plus grand groupe pour continuer à clarifier. L'idée, ce n'est pas de convaincre, c'est de continuer à clarifier la conversation avec d'autres pour créer ce mouvement-là. On ne la présentera pas tout de suite, la vidéo qui est présentée ici, mais Marianne va vous mettre le lien dans la section clavardée. En fait, je vous invite vraiment à aller voir la petite vidéo très courte d'Eric Silver sur comment démarrer un mouvement. Ça illustre tellement de façon magique ce que je viens de mentionner. Donc, je vous le laisse pour que vous puissiez le voir de votre côté. Donc, deuxième étape, une fois qu'on a réuni les bonnes personnes, en tout cas les volontaires, bien évidemment, on les invite à clarifier et à partager leur vision personnelle dans un dialogue ouvert et constructif. Mais avant d'aller là, donc avant de même commencer à se partager c'est quoi notre vision, il y a quelqu'un qui l'a nommé, puis je trouve que c'est tout à fait juste, il faut s'assurer que vous avez la même compréhension de l'enjeu. Donc, il faut s'assurer que vous parlez de la même chose. Donc, de commencer avant même de parler de vision, de c'est quoi votre enjeu ou la thématique que vous voulez aborder, qu'est-ce que vous en comprenez. Dans le cas de la ville de Saint-Jérôme, c'était le concept de ville innovante. Si on prend, par exemple, un groupe qui souhaite travailler en insécurité alimentaire, qui regroupe des agriculteurs, des comptoirs alimentaires, des acteurs municipaux, bien, ça peut être de se dire, bien, ça veut dire quoi pour moi l'insécurité alimentaire? Comment ça m'affecte? L'insécurité alimentaire des citoyens dans mon quotidien. C'est quoi la réalité sur notre territoire? Donc, de commencer avec cette discussion-là pour s'assurer qu'on a une vue la plus complète de l'enjeu avant même de se dire c'est quoi notre vision du changement souhaité, bien, c'est important. Puis quand on se rappelle l'élastique, là, on avait la réalité puis la vision, fait que la réalité, c'est important pour vous de vous assurer que vous avez la même représentation finalement de la réalité. Donc, une fois que ça c'est fait, évidemment, là, on peut se projeter dans la vision du changement comme tel. Puis, je voulais vous présenter ce processus-là qu'on a fait avec le comité famille pour vous présenter, dans le fond, le fait qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps tout le monde ensemble, hein, réunis ensemble pour développer une vision partagée. On peut le faire de différentes façons.
Dans le comité famille, c'était la MRC Thérèse de Blainville. C'était au tout début de la pandémie. Puis ça nous a obligés à revoir le processus qu'on faisait habituellement en présentiel, tout le monde ensemble. Puis on a fait des super beaux apprentissages dans ce cadre-là. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a scindé le processus en 3 parties. Il y a eu un sondage, il y a eu des rencontres participatives et il y a eu également là, un comité de pilotage. Et dans le fond, chaque groupe avait son objectif comme tel. Donc, le comité de pilotage avait comme objectif, lui, au mandat, de préparer des rencontres, mais aussi de capter qu'est-ce qui sortait des rencontres participatives, d'analyser qu'est-ce qui en ressortait et de faire des propositions, d'énoncés de vision. Donc, ça, c'était pas tout le monde qui le faisait en même temps. Il y avait vraiment un petit groupe qui était dédié à ça. Le comité de rencontres participatives, lui, avait vraiment pour objectif de faire émerger des idées, partager des points de vue, également valider les énoncés de vision qui ont été élaborés par le comité de pilotage. Puis le sondage permettait, en fait, à ces différentes étapes-là, soit de remplacer une rencontre participative si on était juste à l'étape de validation et ou carrément d'aller sonder un plus vaste bassin d'acteurs, dont des fois des acteurs qui ne veulent pas être aux rencontres participatives parce qu'il semble que leur intérêt ou leur rôle n'est pas d'être là, mais vous pouvez aller les sonder d'une autre façon pour alimenter les rencontres participatives. Donc, on n'a pas besoin d'être tout le temps tous au même moment. Je pense que ce qui est important pour moi dans le processus de vous partager, c'est de garder le dialogue ouvert tout au long du processus et transparent. Donc, à chaque étape, si vous invitez des gens aux rencontres participatives et qu'ils n'auront pas la chance de co-construire la vision, mais que c'est uniquement faire émerger des idées, de le nommer pour qu'ils puissent choisir est-ce qu'ils veulent être là ou ils préfèrent être sur le comité de pilotage parce que c'est là où ils vont avoir du fun, donc vraiment dans la formulation. Donc, c'est une façon là, de s'assurer aussi que les gens sont intégrés là, aux bonnes places. Puis, gardez aussi tout au long là, du processus l'explication claire du processus. Donc, à chaque étape, qu'est-ce qui a émergé de la rencontre participative? Quelle a été votre analyse de ça? Pourquoi vous en êtes arrivé à telle formulation? Ça a été quoi le sens commun que vous avez entendu du groupe qui a émergé et que vous vous êtes permis de reformuler de cette façon-là? C'est quoi les éléments dans la reformulation sur lesquels vous dites « Ah, ça, on n'est pas sûr de bien vous avoir entendu. C'est-tu vraiment ça? » Et c'est quoi les éléments pour lesquels vous vous dites « Ça, je suis pas mal sûre que c'était ça. On va de l'avant. Maintenant, on continue dans d'autres parties de l'énoncé de vision. » Donc, première étape, inviter les acteurs à partager leur vision individuelle, mais au bon moment, à la bonne place. Ils n'ont pas nécessairement besoin de faire tout dans le processus d'élaboration de vision. Ils peuvent avoir uniquement le rôle de partager et de valider ce qu'un plus petit groupe, dans le fond, aura mis en place comme proposition. Étape 3. Donc, mettre en place un processus participatif qui est clair, transparent et efficace. Je l'ai nommé un peu. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment si vous mettez en place un processus où il y a des rencontres participatives, où les gens sont là, font émerger des idées, partagent, il faut que vous vous posiez la question, est-ce que ce groupe-là a un pouvoir décisionnel? On a parlé tantôt de consensus, pas consensus, consentement. Ça va être à vous de le déterminer puis de le communiquer dès le début. Est-ce que ce groupe-là a pour mission uniquement de vous aider, d'entendre, de capter? Et est-ce qu'ils ont un pouvoir décisionnel? Si oui, comment vous voulez le mener? Le comité de pilotage, souvent, le risque quand on fait ça, c'est d'avoir des gens qui pensent qu'ils sont là sur le comité de pilotage, donc ceux qui vont écouter, analyser, pour faire des propositions d'énoncés. Des fois, certaines personnes vont aller là en se disant, c'est là, ça va être mon levier d'influence. Je vais pouvoir influencer l'énoncé qui va être formulé. Encore une fois, quand je parle d'un processus clair et transparent, c'est le moment aussi où nous, de notre côté, on met vraiment carte sur table. Le comité n'est pas là pour tirer des ficelles. Il a comme mandat principal de s'assurer l'écoute du collectif tout au long de la démarche. Donc, c'est son principal. Oui, il fait des propositions, oui, il fait des reformulations, mais il est surtout là pour s'assurer collectivement. Donc, s'il y a un groupe de 3-4 personnes,
que tout au long du processus, tout ce qui est proposé est bien un résumé ou une formulation qui représente ce que le collectif a nommé. Donc, quand on le positionne comme ça aussi, des fois, ça aide à faire en sorte que ça ne devienne pas un lieu d'influence où les gens tirent des ficelles pour que ça soit formulé d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que j'aime de processus comme ça aussi? Quand on a un comité de pilotage puis des grandes rencontres participatives comme ça, on l'a nommé tantôt, il y a quelqu'un qui a nommé le commentaire, là, c'est que ça permet aussi de ne pas étirer la sauce dans la formulation. Vous donnez un certain nombre de rencontres préétablies pour y arriver. Le comité de pilotage va avoir comme, en tout cas nous dans notre cas, a la décision d'à quel moment il sent qu'il a suffisamment entendu le collectif puis qu'il sent que la formulation est suffisamment appréciée et acceptée du collectif. Ça, on peut l'évaluer pour se dire, OK, là, on a fini. Fait que oui, il y aurait peut-être une virgule qu'on pourrait changer. Oui, il y a peut-être un petit mot qui pourrait être bonifié, mais on pense que l'essence de ce qu'on veut faire ensemble est bien dans cette phrase-là. Donc, ça permet aussi d'avoir une instance qui donne un peu, qui écoute le collectif, mais qui est capable de dire aussi, ben là, je pense qu'on l'a assez entendu, puis ça fait vraiment du sens avec la majorité des personnes. Donc, voici la vision, on passe à l'autre étape. Puis, important, c'est ce moment-là, parce que puis je fais encore du pouce avec ce que un des participants a nommé, là. Parce qu'il faut se mettre en action. Il faut aller vers le plan d'action. Puis parce qu'en faisant votre plan d'action, ça se peut que vous ayez à faire des retours en arrière en disant, oups, on se rend compte que notre plan d'action nous fait réaliser qu'il y a telle aspiration qu'on n'avait pas entendue, puis qu'on mériterait de mettre dans la vision. Donc, ce n'est pas à cette étape-ci, pour moi en tout cas, une étape où c'est fermé final bâton. C'est une étape où on se dit, OK, on pense qu'on a suffisamment entendu ce qu'on veut faire ensemble, le futur qu'on veut créer, pour se rendre à l'étape du plan d'action, tout en se gardant une petite porte pour le peaufiner si on a besoin là, dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Donc, Marilyn, 4e étape, oui. avant de passer justement à la 4e étape, je me permets de réitérer la question de Chantal qui nous disait, malgré le fait qu'on est passé justement par cette première étape-là, qu'on a un petit groupe plus restreint, on a les bons joueurs autour de la table, on a un processus qui est clair et transparent, la question là, qu'on reçoit souvent, c'est s'il y a du monde là, qui ne sont pas d'accord, si on n'a pas le 100% d'approbation, d'adhésion, est-ce qu'à un moment donné, même avec ce petit groupe-là, pour ceux qui n'adhèrent pas, ça vaut la peine justement de les laisser aller, autrement dit, au profit d'une majorité, ou si on doit absolument rechercher ce 100%-là d'approbation? C'est une super bonne question. En fait, je pense que ça dépend. Si le joueur, c'est un joueur tellement clé que le projet ne peut pas se faire sans ce joueur-là, je pense qu'on n'a pas le choix de continuer. Puis à ce moment-là, il y a peut-être une question à se poser sur à quel point nous-mêmes, on a été ouverts dans notre capacité à transformer notre propre vision. Donc, ça peut être ça, peut-être pas non plus. Mais si vraiment il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans l'aspiration de l'autre, puis qu'on n'a pas réussi, pour lequel on n'a pas réussi à créer un lien avec la nôtre. Donc, ça mérite de continuer la discussion. Souvent, nous, dans des processus où c'est des grands groupes où les joueurs, oui, effectivement, peuvent partir ou non, là, mais souvent, nous, on y va avec un certain pourcentage d'appréciation. Sur les énoncés de formulation, ce qui nous donne un indicateur de est-ce que la majorité se retrouve dans cette aspiration-là collective. Donc, ça nous donne l'indicateur de si on passe à l'action ou pas. Puis, on prend le pari. Ça fait partie des principes de gestion du changement, là. On prend le pari que si on a été transparent en présentant notre réflexion, donc on a entendu ça du collectif, on l'a traduit, ou voici l'analyse qu'on en a faite, puis on l'a traduit en cette formulation-ci, puis qu'on est capable de présenter que cette analyse-là reflète vraiment la majorité du groupe. On prend le pari qu'il y a des gens qui vont dire, ben moi, je ne suis pas d'accord, mais je comprends pourquoi vous allez vers ça, donc je l'accepte. Puis en gestion du changement, souvent, les gens ne cherchent pas nécessairement à ce qu'on aille dans leur direction, ils cherchent surtout un sentiment d'équité, de justice, de transparence. Donc, la plupart des gens, puis c'est pas vrai pour tout le monde, mais il y a beaucoup de gens que s'ils comprennent pourquoi vous avez fait ces choix-là,
qui voient de façon concrète que c'est la volonté d'un maximum de gens, bien, il y a plus de chances qu'ils acceptent la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc, ça serait un peu ma réponse, mais il y a peut-être plein de nuances entre ça que j'échappe, là. Donc, Très mais merci pour la question. Ben oui, puis merci d'avoir répondu. Donc, on aura possiblement le temps, deux minutes à la fin pour répondre à une ou deux autres questions. Donc, je vous invite à les poser là, dans le clavardage. Il nous reste notre quatrième et dernière étape avant de conclure. Puis qui va aller super vite parce qu'on l'a déjà abordé un peu, là. La dernière étape, c'est identifier les premiers pas pour se rapprocher du futur souhaité. Je n'irai pas bien plus loin parce qu'on a posé la question tantôt. Donc, la prochaine étape, c'est de faire le plan d'action. Un plan d'action agile, là, je l'ai nommé. Là, moi, je le vois souvent, une vision de 3 ans et un plan d'action d'1 an. Donc, quand je parle de plan d'action agile, c'est ça que je veux dire, c'est de dire, ça ne sert à rien de planifier les 3 années pour se rendre dans notre vision. On ne sait pas dans 1 an que ça va avoir été quoi les résultats de nos stratégies. Donc, donnons-nous, oui, une vision sur 3 ans. Donnons-nous cependant un plan d'action sur 1 an où on s'identifie des hypothèses de solutions ou des stratégies à mettre en place avec des indicateurs ou des façons d'évaluer si on s'y est rendu, puis des apprentissages qui ont généré. 1 an plus tard, réunissons-nous pour nous dire, ou entre ça, là, on peut le faire même plus tôt dans le processus, pour nous dire, à la lumière des résultats de ce premier plan d'action-là, qu'est-ce qu'on devrait maintenant mettre en place pour continuer à se rapprocher de la vision du changement souhaité. Donc, c'est surtout cette notion-là là, que je voulais vous partager, l'importance, dans le fond, d'y aller avec un premier plan d'1 an, là, en tout cas, moi, à mon expérience. Puis de vous laisser certains moments, là, on l'a nommé, comment on fait vivre la vision en continu, de se laisser des moments ponctuels à travers le temps pour se rappeler pourquoi on fait les choses, puis pour se poser des questions si on avance toujours dans la même direction, là. Donc, d'avoir, moi, ça, c'est un élément clé là, qu'on met tout le temps en place à la fin d'un processus de vision, puis au début d'un processus de plan d'action, on met toujours en place un comité de plan d'action qui va avoir pour objectif tout au long du plan d'action de faire le lien entre les projets, de s'assurer que la vision vit entre les projets, puis demeure orientée autour de ça. Puis à la question qui a été posée tantôt, là, de lever les drapeaux rouges aussi, c'est à sent que les projets, pour des bonnes raisons, dévient de la vision, c'est peut-être un signe que la vision, elle doit être revue. Donc voilà. Donc les étapes clés, là, je les répète rapidement là, pour avoir des questions. Réunir les bonnes personnes, inviter les acteurs à clarifier leur vision personnelle dans un dialogue ouvert et constructif. C'est sûr que le processus est clair, transparent, efficace, puis d'identifier rapidement les premiers pas à mettre en place pour se rapprocher de ce futur souhaité-là. Je n'ai pas reçu d'autres questions, mais je m'en permets une petite dernière, Marilyn. On va profiter de ton expertise jusqu'à la toute fin. Tu nommais tout à l'heure l'importance d'avoir un comité de pilotage, d'avoir aussi possiblement un responsable qui est capable de traduire le sens de ce qui est partagé comme vision, puis de le transférer dans une formulation qui est vraiment représentative de ce sens-là. Est-ce que ce responsable-là ou ce comité de pilotage-là, selon toi, doit posséder d'autres caractéristiques clés là, pour mener à bien le processus? C'est une bonne question. Ben, je pense qu'il faut que ça... Oui, ouais. excuse-moi. Excuse-moi. Ben, j'allais dire, tu parlais justement de mener un processus objectif, l'importance que ce soit fait dans la transparence, donc pouvoir traduire un sens. Je t'ai coupé, je te laisse aller. Ben non, c'est bien correct. Je pense que la principale caractéristique... En fait, ça peut être le comité peut jouer ce rôle-là, mais avoir différents acteurs qui ont différentes capacités. Donc, je ne pense pas que c'est obligé d'être une personne qui a ces capacités-là, mais ça prend quelqu'un qui a la capacité d'analyse de ce qui ressort pour être capable de faire des regroupements, d'identifier qu'est-ce qui se ressemble, qu'est-ce qui est divergent, puis qu'est-ce qui est convergent dans qu'est-ce qui ressort des échanges. Ça prend quelqu'un qui est capable, je le renomme parce que je pense que c'est important, de trouver le sens qui est caché sous des mots qui semblent différents, mais qui finalement peuvent vouloir dire la même chose ou parler d'une aspiration commune. Ça prend quelqu'un, je pense, ou un groupe, en tout cas, envers lequel le groupe a confiance. Donc, dans le processus, le climat de confiance est super important. Donc, si les gens ont déjà confiance en ces personnes-là, sentent déjà qu'ils vont être dans une posture ouverte, qu'ils vont écouter, qu'ils vont être ouverts au changement ou à la transformation, qu'ils sont bien représentés, je pense que ça aussi, ça peut aider là, à la confiance dans le processus.
Fort intéressant. Marilyn Manceau, un grand merci. Merci à vous tous d'avoir interagi avec nous et d'avoir été présents. Donc, si vous voulez être à l'affût de toutes les activités à 100 degrés, je vous invite à vous abonner à l'infolette 100degrés.ca. C'est là que ça se passe. Cet automne, il y aura plusieurs webinaires, ateliers. On parle surtout d'enseignement extérieur cet automne. On parle de transition écologique également. Donc, abonnez-vous à l'infolette et vous allez tout recevoir, ce qui s'en vient dans les prochains mois. Je vous rappelle que la présentation vous sera envoyée tout de suite après le webinaire, de même que l'enregistrement. Et il y a un atelier spécial tout de suite après avec Marilyn et une de ses collègues, Jackie. Donc, vraiment l'atelier spécial pour les ambassadeurs. Donc, si vous êtes parmi nous et que vous poursuivez avec Marilyn et Jackie pour l'atelier spécial, bien, je vous en souhaite un bon atelier et à vous tous, je vous dis encore une fois un grand merci. On se dit à bientôt et à la prochaine pour notre prochaine activité à 100 degrés. Merci à tous. Merci beaucoup.